Coucou, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes sur les conditions de validité du contrat au stade du consentement. Cette fois-ci, on verra le consentement. On a vu l'arrêt portant sur l'erreur sur la substance. Et là, du coup, on va voir ce qu'est la notion de consentement. C'est une notion un peu classique hein, qu'on voit encore en deuxième année et qui va nous suivre durant toute la fin du cursus. Donc effectivement, l'article 1128 du Code civil énumère 3 conditions du consentement, à savoir le consentement de conditions de validité du contrat, 1128, le consentement des parties, la capacité de contracter et avoir un contenu licite et certain. Donc, on va se concentrer sur la première partie, hein, finalement, sur le consentement qui doit être libre et éclairé. Libre, ça veut dire qu'il n'y ait pas de force extérieure contrainte à vicier le consentement, qui ne viendra pas venir en contradiction de notre volonté. Et ensuite, éclairé, ça veut dire qu'on doit quand même avoir un certain discernement, discernement et une certaine capacité à pouvoir être conscient des actes que l'on fait. Par ailleurs, je l'ai déjà dit, hein, le consentement doit être non vicié, donc l'erreur, fragonard, c'est la substance. L'erreur, le dol et la violence en sont exclus. Alors, je vais essayer d'aller un peu d'être vraiment succincte. Donc, oui, bon là, je l'avais déjà dit, hein, la notion de cause avait disparu. Donc, du coup, l'absence de vice de consentement. Dans le cadre, notamment d'un cas pratique, ça peut arriver souvent qu'il y ait cette notion et il faut savoir qu'en général, la nullité est relative. Alors, il y a une différence entre la nullité totale, donc quand elle est absolue, et quand elle est partielle, c'est-à-dire qu'elle est relative. Ici, donc ça veut dire sur la nullité du contrat, qu'on n'a pas le consentement avec les conditions que je viens de citer au préalable. Donc, quand on n'a pas ces conditions, vous avez une nullité relative qui est consacrée à l'article 1179 du Code civil. Ça veut dire que certaines parties du contrat ne seront pas applicables, ne seront pas revues, et certaines dispositions auront toujours vocation à s'appliquer. La nullité relative. C'est une notion un petit peu... que vos chargés TD doivent vraiment étayer parce que finalement, elle suit tout le long des droits des contrats classiques. Donc, l'erreur sur la substance, certes, vous pouvez avoir l'erreur également sur le co-contractant, sa qualité, la qualité du co-contractant. On pensait que c'était un vendeur, mais finalement, c'est un charlatan ou quelqu'un qui n'a pas la qualification finalement de commerçant ou qui n'a pas forcément la capacité de contracter avec vous. Donc là, c'est l'erreur sur la qualité de la personne à ne pas confondre du coup avec l'erreur sur l'objet ou la substance. Il y a différents types d'erreurs. Alors, cette nullité, du coup, est conditionnée avec la représentation d'une fausse réalité, le fait qu'on pensait avoir quelque chose, mais finalement, c'est une autre chose qui en est finalement relevante. Et on parle du coup de caractère déterminant de l'erreur.
le caractère déterminant de l'erreur se manifeste notamment par l'article 1130, alinéa 1er. Donc je répète, le caractère manifeste et déterminant de l'erreur se caractérise par l'article 1130, alinéa 1er du Code civil. La victime, ici, doit prouver que l'erreur ou le dol de la violence, sans eux, sans lesquels elle n'aurait pas contracté, ou elle n'aurait pas du coup contracté à des conditions substantiellement différentes. Si ces conditions substantiellement différentes avaient existé, alors elle n'aurait pas contracté de facto. Il y a à côté du coup du terme erreur, qu'on se trompe en fait, le terme de dol, ça veut dire pousser à la tromperie, pousser à ce que l'on se trompe. Et vous avez deux types donc de dol, le dol principal et le dol incident. Principal, lorsque le contractant n'aurait pas conclu le contrat en l'absence de manœuvre dolosive. Et ensuite, incident, lorsque le co-contractant aurait conclu le contrat, même en l'absence de manœuvre dolosive, mais à des conditions différentes. Ça veut dire que n'aurait pas conclu le contrat en l'absence de manœuvre dolosive si il n'avait pas eu justement les choses qui l'auraient poussé à frauduleusement, avec de la manipulation, etc., à contracter, la personne ne l'aurait pas fait. Et dans le cas contraire, même s'il y avait la manœuvre dolosive, même s'il y avait la fraude derrière, ça ne le dérange pas plus que ça. Peut-être que ça l'arrange. Il a contracté quand même en ayant finalement cette connaissance de cause. Voilà. Ensuite, bon, il y a quelques exemples, un cas pratique, notamment sur les prix à cet effet entre dol principal et dol incident. C'est la meilleure façon de pouvoir les différencier les deux et de pouvoir avancer dans cette compréhension. Donc, toujours l'article 1130, cette alinéa 2, parle donc qui dit que in concreto, cette erreur s'apprécie notamment in concreto à l'égard des personnes et dans des circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. C'est une appréciation du coup qui se fait au moment précis et cas par cas. Parallèlement, l'erreur peut être excusable. Donc, elle a certes un caractère déterminant, il y a plusieurs types d'erreurs, mais elle peut être excusable. À la différence, on peut se dire que l'erreur aussi peut être inexcusable. Donc, excusable, ça veut dire ce sont des cas qui vont finalement exonérer celui qui est coupable de cette erreur. On l'excuse sa faute. Et à l'inverse, il y a des cas où on ne va pas excuser sa faute. Elle sera inexcusable, tout simplement. Et il faut se référer à l'article 1132 du Code civil à cet effet. Par ailleurs, quand l'erreur doit être excusable, cette notion se rapproche effectivement de la faute, mais toujours de façon in concreto. Et l'article 1132 ne précise pas comment le caractère excusable de l'erreur doit être apprécié. Autrement dit, le caractère inexcusable de l'erreur, lui, sera difficilement plus admissible si l'errance, ce n'est pas la première fois que je dis ce terme, l'errance, E-R-R-A-N-S, celui qui est censé être un professionnel ou un particulier averti qui, du coup, a commis l'erreur. Celui qui a commis l'erreur peut être un professionnel. Par exemple, l'errance, vous avez eu la direction
national des musées de France qui avait vendu le tableau. Là, c'est une erreur, euh, c'est une erreur qui est appréciée inexcusablement. Vous voyez? Parce que justement, c'est un professionnel et que c'était quelqu'un qui... En fait, c'est lui qui aurait dû faire l'expertise, hein. C'est pas le couple d'acheteurs qui aurait dû faire l'expertise, hein. Concrètement, quand vous achetez quelque chose, c'est pas à vous de tout faire, hein. Vous, votre but, c'est juste de verser le prix en contrepartie. Après, vous ne devez pas vous dire, ah ben, est-ce qu'il y a un dol derrière? Voilà, quoi. Mais eux, je crois qu'ils ont, enfin, avec du recul, je me dis qu'ils ont vendu mais qui ne savaient pas vraiment qu'il y avait un dol et que c'est après, quand le couple a fait l'expertise, qu'ils s'en sont rendus compte. Mais ça reste une faute professionnelle, il reste qualifié d'errance. Enfin bon, donc je referme la parenthèse. Ensuite, vous avez effectivement hein, l'erreur sur l'objet, comme je l'ai dit, avec l'article 1132 du Code civil. Où on a vu à fond l'arrêt que je vous avais précité. Voilà ce qu'on pouvait dire à ce sujet. Et vous avez une petite partie également sur l'erreur sur les qualités de la prestation. C'est quand l'erreur porte souvent sur les qualités essentielles dues par l'autre partie. Là, on prévoit que la nullité peut être aussi obtenue lorsque l'erreur porte sur la qualité de sa propre prestation, et c'est l'article 1132 qui le prévoit. Finalement, vous voulez acheter un bien, mais ce bien est déjà en sous-location, par exemple, et vous ne le savez pas. Par exemple, vous voulez acheter une voiture rouge, mais vous vous rendez compte que ce que vous avez demandé sur la prestation, on vous donne une autre prestation. Au lieu d'avoir une vente, vous êtes en crédit leasing, du leasing. Ouais, voilà. Supposons. Donc, comme je l'avais dit, on peut aussi avoir l'erreur sur les qualités de la personne, de son co-contractant, et c'est l'article 1134 du même texte qui le prévoit. Ici, l'erreur sur les qualités essentielles du co-contractant n'est qu'une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne, ça veut dire intuitu personae. C'est du latin que tout le monde connaît à la fac. Intuitu personae. Désolée si j'ai pas trop l'accent qu'il faut. Mais bon, en considération de la personne, ce sont des contrats en général de travail ou d'entreprise ou de mandat de représentation. Ce sont des contrats qui ne sont pas forcément conclus sur la base que d'une prestation pécuniaire, que sur à titre onéreux, voilà. Ce sont du coup des contrats un peu comme des contrats de gré à gré ou d'adhésion, voilà. Donc n'oubliez pas, c'est l'article 134 qui porte donc sur ce type d'erreur et voilà. Après avoir vu tous les types d'erreurs sur l'objet, sur la prestation, sur les qualités du prestataire, vous avez aussi l'erreur sur les motifs. Alors ça fait beaucoup d'erreurs à la fois, hein, mais bon, on ne peut pas passer à côté, on ne sait jamais sur quel sujet on va tomber. Mais c'est pas bien compliqué, en général, le code civil est très bien fait. L'article 1135 alinéa 1er prévoit cette erreur sur les qualités, sur les motifs, c'est-à-dire vous avez un contrat, mais ce n'est pas la cause de la nullité, mais finalement les motifs avec la stipulation express par exception des éléments déterminants relatifs au consentement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, ça reste une cause de nullité lorsque vous avez une erreur sur les motifs. Parallèlement, mais ensuite, vous avez l'erreur sur la valeur. Alors, qu'est-ce que c'est la valeur? C'est la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la personne,
un co-contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte. Par contre, là, ce n'est pas une cause de nullité et c'est l'article 1136 qui le prévoit. Toujours le même arrêt, Fragonard, on ne sait jamais. Vous avez aussi la partie dérisoire, une contrepartie dérisoire et dont la sanction est la récision pour lésion et tout ce qui a trait à l'indu. Donc la valeur, par exemple, on vous a vendu quelque chose qui valait plus, on vous a vendu quelque chose qui valait plus et vous avez déboursé moins. Ou alors, on vous a vendu quelque chose qui valait moins et vous avez déboursé plus. Dans tous les cas, vous avez la notion un petit peu de prorata, c'est-à-dire la différence entre la valeur actuelle au jour de la conclusion du contrat et la valeur du bien après la conclusion du contrat sur le marché, la valeur économique. On fait la différence, une soustraction et normalement, vous avez une plus-value. Et du coup, juridiquement, ce mécanisme s'appelle la récision pour lésion et l'indu, ça veut dire on vous donne la différence de ce que vous auriez dû réellement, donc dans la valeur réelle, débourser, qui correspond du coup à l'objet au jour de la conclusion du contrat et non pas au jour de sa mise sur le marché. Voilà, donc la valeur, la rentabilité économique. Il y a surtout aussi dans les franchises, ça se passe beaucoup de cette façon. Nonobstant de ce qui précède, je vous renvoie à du coup beaucoup de jurisprudence à ce sujet. Et après avoir vu l'erreur, nous allons maintenant passer au dol. Alors, j'espère que vous êtes toujours avec moi. Le dol, qu'est-ce que c'est le dol? Vous avez effectivement un dol, c'est-à-dire qui entretient un certain lien, notamment avec l'erreur. Il peut avoir pour effet d'être provoqué, d'avoir été provoqué par des manœuvres ou des mensonges du co-contractant ou par une dissimulation intentionnelle imputable au co-contractant. D'autre part, le dol est a priori plus difficile à caractériser qu'une simple erreur, puisqu'il faut à la fois démontrer l'existence de l'erreur et le fait que cette erreur ait été provoquée. Donc c'est cette provocation, parce qu'il faut toujours un lien de causalité, hein, ça reste un préjudice, mais du coup qu'il faut être amiable en capacité du coup de pouvoir le démontrer. Cette erreur est conditionnée également à des conditions et à également des sanctions qui entraînent la responsabilité civile. Vous avez des conditions matérielles de cette erreur, 1137 du Code civil, avec les mensonges ou la dissimulation et les manœuvres dolosives. Le caractère frauduleux. Avec l'affirmation, du coup, contraire à la vérité qui est faite dans l'intention de nuire. Et c'est cette intention volontaire qui est finalement nuisible. La dissimulation également d'une information importante, c'est-à-dire la réticence dolosive. On a l'information, mais on la garde pour soi. Par exemple, si on reprend un peu cette histoire de verrou de Fragonard et de Poussin, on sait que le tableau, la direction des musées va vendre le tableau, mais dans sa tête, elle ne se dit pas que c'est de Nicolas Poussin. Elle pense que c'est de quelqu'un d'autre. Elle l'a fait intentionnellement. Là, dans le cas contraire, elle a conclu la vente, mais elle ne le savait pas vraiment. C'est juste qu'elle n'a pas fait l'expertise qu'il fallait. Voilà. Donc, en fait, elle-même... Par contre, dans le cas contraire, où elle avait vraiment conscience que c'était pas un tableau qui était fait par Nicolas Poussin, qu'elle le savait intentionnellement et qu'elle a quand même poussé les concontractants, les époux, à l'acquérir, là, c'est une manœuvre dolosive, c'est une réticence dolosive car elle garde cette information sur justement
la véritable origine du contrat déterminant sans lequel les époux n'auraient pas contracté. Donc, cette dissimulation intentionnelle est prévue à l'article 1137, alinéa 2 du Code civil. 1137, alinéa 2 du Code civil. Voilà. Dès qu'un co-contractant connaît une information qui s'est déterminante pour notre partie, l'article 1137 l'oblige à transmettre cette information et s'il ne fait pas de son comportement, il sera considéré comme étant dolosif et ce qui sera susceptible à la fois d'entraîner la nullité du contrat et d'engager la responsabilité civile de son co-contractant. Voilà, donc en gros, c'est ce qu'il faut retenir. À pour effet de ne pas révéler à son co-contractant son estimation sur la valeur, l'alinéa 3. Donc la dissimulation, c'est pas vraiment... c'est quelque chose aussi d'assez spécifique. On retiendra parallèlement l'élément intentionnel. Donc, l'élément intentionnel, mais matériel. L'élément intentionnel matériel, avec la manœuvre, le mensonge ou la dissimulation d'une information, qui celui-ci doit avoir été réalisé par le co-contractant dans l'intention d'obtenir le consentement de l'autre partie. L'information erronée parce qu'elle ignore, qu'elle avait la vérité sur l'auteur du mensonge. Voilà, donc l'auteur du dol, en tout cas, c'est sanctionné. Il y avait une partie... non, bref. Les manœuvres, la dissimulation d'une information, quand il y a le fait du tiers, exceptionnellement, c'est une cause de nullité qui émane quand le tiers... Donc, il y a une théorie avec une liste limitative relative au tiers donnée par l'article 1138 du même texte. Voilà. Notamment, j'aime bien prendre l'exemple du préposé qui est l'auteur du dol, mais finalement, c'est pas lui qui a fait le dol, c'est l'apprenti a fait une erreur, mais son préposé, le commettant, alors, je reprends, le commettant a fait une erreur, mais c'est le préposé sur qui repose cette erreur au final, parce que c'était lui qui était responsable. Donc là, il y a quand même parfois des petites nuances sur l'auteur du dol. Là, ça veut dire, en français normal, j'ai fait une erreur, mais je ne serai pas responsable de cette erreur, parce que la personne qui est responsable de moi va supporter cette erreur à ma place. Point final. En gros, c'est ça. Donc, passons à la sanction du dol. Les nullités et les responsabilités civiles. Bon, là, on est un peu sur le terrain à la fois de 1240. Hein. La responsabilité délictuelle peut être actionnée. Ça dépend. Mais vous avez surtout la responsabilité du coup contractuelle hein, qui va être actionnée, qui est prévue par le droit commun. Enfin, à côté de l'erreur et le dol, vous avez la violence comme vice de consentement et qui est susceptible d'entraîner la nullité du contrat. De façon générale, la violence est prévue par l'article 1140 du Code civil, que je cite. Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire une crainte d'exposer à sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable. On dirait un poème de Baudelaire. À écouter le mal considérable pour ceux que ça... Bref, et donc du coup, effectivement, l'article 1140 porte de la violence de façon générale. Hein, et vous avez différents types de violence, la violence physique, morale, la violence verbale, la violence textuelle, etc.
La violence la plus finalement forte, la plus déterminante, c'est la violence morale, c'est-à-dire le harcèlement parce qu'on vous force à contracter et que c'est difficile parfois de prouver ce type de harcèlement. Parce que il faut toujours un faisceau d'indices et forcément quand vous avez en face de vous un grand manipulateur aguerri, ce n'est pas forcément du coup facile de prouver son élément intentionnel et son élément intentionnel de vous nuire entre vous, la victime, et lui, l'auteur du dommage moral en question. Mais en tout état de cause, les menaces sont prévues par l'article 1141 du Code civil. Ça peut être du chantage hein, aussi, surtout quand vous avez des contrats conclus à titre onéreux, où il y a une grande prestation euh, pécuniaire qui est attendue, mais également les contrats institut personae, ça veut dire derrière les contrats entre personnes, où vous avez, par exemple, en termes, je n'allais pas dire de legs ou de donation, parce que ce sont des contrats conclus à titre gratuit, mais ça reste un contrat. Vous avez aussi donc les contrats de travail hein, avec de l'harcèlement moral de votre employeur qui vous dit signez, signez pas, on reconduit votre contrat, etc. Ça peut être vraiment entendu très largement et les auteurs sont forcément des personnes que normalement vous êtes censé pouvoir identifier pour vous détacher après et que ça devienne pas une violence inexcusable en soi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc là, on arrive un petit peu à la fin de ce que je voulais vous dire. Donc 1141, l'abus de dépendance. Et la sanction, c'est toujours la nullité sur la responsabilité civile avec un caractère un peu hybride. Vous êtes à la fois en responsabilité civile délictuelle, extra-contractuelle, mais aussi vous pouvez avoir la responsabilité de droit commun contractuelle. En tout état de cause, pour finir sur ces grands volets, l'abus et l'état de dépendance sont donnés pour les personnes qui sont un petit peu âgées ou en fin de vie et qu'on voudrait faire signer, un peu comme dans l'affaire L'Oréal, qui avait... alors moi, je ne donne pas mon opinion de manière subjective, hein, nonobstant à ce qu'on peut lire dans la presse ou quoi que ce soit. Mais c'est juste pour donner un exemple. Alors, je ne sais pas, peut-être que je n'aurais pas dû donner cet exemple-là. Mais juste pour dire, parfois, vous avez des personnes qui sont vulnérables et âgées. Et donc, vous voulez les faire signer. Voilà. Même si vous aimez cette personne, hein, ce n'est pas un critère objectif, subjectif, mais plus un critère... Bon, bref, je retire ce que j'allais me dire. En plus... je ne vais pas non plus étayer des propos polémiques, mais ça arrive. Ou alors vous avez des jeunes filles qui se marient avec des hommes âgés et elles attendent la fin de vie pour toucher un chèque ou quoi que ce soit. Voilà, donc c'est un petit peu la même chose, l'abus de confiance. Juste pour dire l'abus de confiance, c'est quoi? Et voilà, bon, après, chacun voit midi à sa porte, chacun fait ce qu'il veut, mais légalement, c'est un peu répréhensible. Moralement, on ne peut pas juger quelqu'un parce qu'on ne connaît pas finalement les vraies intentions. Chaque personne agit en toute liberté, finalement. Nonobstant à ce qui précède, c'est rarement dans les cas pratiques, ça quand même. Le législateur, rectification, nanana. L'Assemblée nationale et le Sénat exclure à l'égard. Donc l'Assemblée nationale et le Sénat ont effectivement restreint. Ils ont fait des modifications pour la loi qui porte justement sur l'abus d'état de dépendance en disant qu'il y a également violence lorsqu'une partie abusant de l'état de dépendance de laquelle se trouve son co-contractant à son égard. Bref,
Voilà, et bien nous arrivons à la fin de cette vidéo. Donc on a vu les vices du consentement, l'erreur, le dol et la violence. Maintenant vous savez ce que c'est un petit peu. Donc on ne peut pas contracter si ces éléments sont présents. Et avec notamment l'arrêt Poussin de 93 qui peut vous aider à mieux comprendre cette notion. Après, normalement, quand il y a la nullité, ça entraîne erreur excusable, erreur inexcusable, la nullité partielle, la nullité partielle, la nullité relative qui est prévue à l'article 1131 qui vient sanctionner du coup ce régime des vices de consentement comme étant une cause de nullité relative au contrat. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez des informations sur la prescription, sachez juste que le délai de l'action nullité ne court en cas d'erreur, de dol ou de violence qu'au jour où ils ont été découverts et qu'en cas de violence qu'au jour où elle a cessé. 1144. Donc, en gros, pour l'erreur et le dol, quand vous l'avez découvert, vous pouvez agir en justice à cette date-là. Par contre, pour la violence, notamment avec la consolidation du dommage, c'est quand elle a cessé que l'on peut agir en justice. Les actions vont de 5 ans, 2224 du Code civil, à un délai butoir de 20 ans à compter de la conclusion du contrat qui devait s'appliquer à article 2232. Voilà. Et ben, restez sur ma chaîne si vous voulez réviser cet été avec moi.